Après avoir été à la surface puis sous la surface, nous entrons dans le troisième niveau de notre iceberg des théories du complot. Dans cette compilation, nous nous attachons à des éléments rapportés par une source indépendante et à forte crédibilité. Mais le manque d'éléments concordants nous pousse à questionner leur totale authenticité. Bienvenue dans Phénomène. Haïm Eshed est un ancien directeur du programme de sécurité spatiale israélien, âgé de 87 ans, qui a occupé cette fonction pendant 30 ans, remportant 3 fois le prix israélien de la sécurité. En décembre 2020, alors qu'il donne une interview au journal israélien Yediot Aharonot, il fait une déclaration pour le moins incroyable. D'après lui, cela fait longtemps que les États-Unis et Israël sont en contact avec les extraterrestres. Il raconte que ce contact se ferait au sein d'une fédération galactique regroupant différentes civilisations extraterrestres. Cette fédération galactique cacherait sa présence à l'humanité car cette dernière ne serait pas encore prête à connaître la vérité. Mais cette fédération serait en contact avec certains gouvernements. Ainsi, d'après Eshed, les États-Unis auraient une base de travail conjointe avec ces extraterrestres sur Mars. Oui, la planète rouge. Toujours d'après Eshed, Trump était au courant et aurait été dissuadé de révéler ces informations par la Fédération Galactique. Je cite : « La Fédération estime que l'humanité doit encore évoluer avant d'être en mesure de comprendre ce que sont vraiment le cosmos et les vaisseaux spatiaux. » Eshed explique que l'intérêt de la Fédération est a priori scientifique. Ils auraient néanmoins empêché des catastrophes nucléaires à plusieurs reprises au cours du XXe siècle. Ces déclarations viennent accompagner la sortie d'un livre titré en anglais The Universe Beyond the Horizon, que l'on peut traduire par L'univers au-delà de l'horizon. Malheureusement, près d'un an après ces déclarations, toujours aucune trace d'une traduction en anglais et encore moins en français. Si tu as eu l'occasion de le lire en hébreu, nous serions très curieux d'avoir ton avis. Quoi qu'il en soit, ses successeurs ont vite précisé que les propos de Eshed ne reflètent pas la position officielle qui dit qu'il n'y a jamais eu de contact entre l'humanité et les extraterrestres. Alors, Haïm Eshed a-t-il perdu la tête ? Donne-nous ton avis en commentaire. Ancien ministre de la Défense canadienne et ancien ministre des Transports canadiens, Paul Hellyer a fait des déclarations assez similaires à celles de Eshed. Né en 1923, Paul Hellyer a étudié l'ingénierie aéronautique. Après la Seconde Guerre mondiale, où il a servi comme artilleur, il commence sa vie politique en tant qu'élu en 1949. Il rejoindra le ministère de la Défense en 1968, puis celui du Transport la même année. Mais au-delà de sa vie politique de premier rang, Paul Hellyer se distingue par ses prises de position au sujet du phénomène OVNI. En septembre 2005, il déclare publiquement croire en l'existence des OVNI. En 2007, dans un journal canadien, il invite tous les gouvernements du monde à révéler leurs secrets sur les OVNI et les technologies associées. Je cite : « Il faut persuader les gouvernements de dire ce qu'ils savent. Certains d'entre nous pensent qu'ils en savent beaucoup et cela pourrait suffire à sauver notre planète. » Fin de citation. En 2008, il prend la parole lors d'une conférence de presse sur le sujet. Pour lui, il est temps d'arrêter de parler d'OVNI et de commencer à parler d'exopolitique. Seul problème selon lui, il faut que les gouvernements reconnaissent l'existence des OVNI. Et d'après lui, ces mêmes gouvernements, à travers des programmes secrets, auraient les moyens de nous sauver de tous nos problèmes, comme le réchauffement climatique. En 2014, Hellyer est interviewé par Russia Today et déclare qu'au moins 4 espèces extraterrestres ont visité la Terre, et ce, depuis des milliers d'années. Il rapporte que selon ces extraterrestres, nous ne serions pas de bons intendants de notre planète. Paul Hellyer est convaincu que les États-Unis, et d'autres, cachent dans des programmes secrets les clés de notre futur. Il reconnaît néanmoins avoir découvert ces informations après avoir quitté ses fonctions de ministre, mais qu'il leur ait confirmé certaines informations auprès de personnel encore en poste. L'ancien général russe Alexei Savin a témoigné auprès de plusieurs journalistes sur l'existence de l'unité 10003, une unité de l'armée russe où se retrouveraient des super soldats. Alors non, il ne s'agit pas de prototype de Captain America, mais d'une unité concentrant des personnes ayant des capacités psychiques hors du commun. Cette unité est divisée en un groupe masculin, sur lequel le général s'est peu exprimé, et un groupe féminin sur lequel il s'exprime plus largement. Ainsi, l'unité 10003 ressemble au projet Stargate de la CIA, à savoir développer les possibilités offertes par la vision à distance, le remote viewing. Mais ce n'est pas tout. D'après l'ancien général, son unité aurait été amenée à contacter des extraterrestres via le remote viewing. Ainsi, en 1984, il aurait développé un moyen pour convoquer des ovnis,
Je cite « Nous pouvons dire que nous avons appris à invoquer des ovnis à Vladimirovka. Pour ce faire, nous avons considérablement augmenté le nombre de vols militaires et le déplacement des équipements. Si l'intensité de notre côté augmentait, les ovnis apparaissaient avec une probabilité de 100%. » Fin de citation. Encore, il ajoute, je cite, « Nous voulions prendre contact avec des représentants d'autres civilisations. Et nous l'avons fait. Nous avons dû adapter le contour énergétique du cerveau humain à une onde particulière, comme une radio. » Fin de citation. Pas étonnant que la CIA ait investi autant dans ce domaine. Passons maintenant à un morceau bien particulier, Bob Lazar. Bob Lazar apparaît pour la première fois sur les radars en 1989 dans une série d'émissions du journaliste d'investigation de Las Vegas, George Knapp. À ce moment-là, Robert Lazar prétend travailler dans un programme de rétro-engineering dans la base secrète S4 au sein de la zone 51. Là, il aurait travaillé sur des épaves de soucoupes volantes. Sa popularité, remise au goût du jour par Jeremy Corbell dans son documentaire diffusé sur Netflix, nous a poussé à l'inclure assez haut dans l'iceberg. Mais peut-être devrions-nous le placer plus bas. Avant d'entrer dans ces déclarations, voyons qui est Bob Lazar. Né aux États-Unis en 1959, Robert Scott Lazar affirme initialement être diplômé de Caltech et du MIT. Pourtant, aucune preuve de son passage dans ces prestigieuses universités. Il faut dire qu'il était assez courant à l'époque de mentir sur son éducation. Quoi qu'il en soit, il aurait ensuite travaillé dans la base militaire de Los Alamos. Une information confirmée en 2015 par le physicien Robert Kangel auprès du réalisateur et ufologue Jeremy Corbell. On ne va pas retracer toute l'histoire de Bob Lazar, le documentaire de Jeremy Corbell, Bob Lazar et les soucoupes volantes, le fait de manière très expansive. Revoyons juste les grandes lignes. En 1988, Bob Lazar travaille dans la zone 51. Il prétend avoir bossé sur des épaves de soucoupes volantes pour comprendre le fonctionnement de leur système de propulsion. Il expliquera que les soucoupes volantes fonctionnent avec un carburant, l'élément 115. Évoqué par Bob Lazar pour la première fois en 1989, ce ne sera qu'en 2015 que l'élément 115 sera ajouté à la table des éléments périodiques. Lazar prétend même avoir récupéré un peu de cet élément 115. Mais les scientifiques actuels sont formels, il n'existe pas d'élément 115 sous une forme stable sur Terre. Il serait donc impossible pour Lazar d'avoir le dit élément 115 en sa possession. En 1989, après avoir invité des amis à voir des essais de vol d'ovnis à l'extérieur de la base, Lazar prend peur et pense que les militaires vont le faire disparaître. Il contacte alors le journaliste d'investigation de Las Vegas, George Knapp. Après avoir raconté son travail sur des soucoupes volantes à la télévision, Lazar révèle son identité, pensant que cela le protégera. Bob Lazar conservera sa position jusqu'à aujourd'hui. Il concède néanmoins avoir menti sur son parcours académique. Dans le documentaire de Jeremy Corbell, une scène montre que le FBI aurait fait un raid chez Lazar pour retrouver l'élément 115. John Greenwald, de The Black Vault, a obtenu les documents du FBI pour cette intervention et il s'agissait d'une enquête pour meurtre et absolument pas d'une mission pour récupérer l'élément 115. Seul le temps permettra d'en savoir plus, mais comme l'évoquait le rapport australien de 1971, il est possible que les Américains disposent de véhicules basés sur des technologies issues d'OVNI. Le témoignage de Lazar semble convaincant, mais Jimmy Church, animateur de la station radio américaine Coast to Coast et passionné d'ufologie, affirme que Bob Lazar est au moins en partie un menteur, se basant sur une fiche de paie indiquant que Lazar ne touchait que quelques centaines de dollars de la part de Los Alamos, signifiant pour l'animateur que Lazar a pu être un concierge dans la base, mais pas un ingénieur et encore moins un physicien. L'affaire Oumo est une affaire européenne qui a débuté en 1966. À cette époque, des lettres qui proviendraient d'une civilisation extraterrestre et plus précisément d'une planète nommée Oumo sont envoyées à des terriens. Le phénomène se poursuit jusqu'en 2012 quand les Humites, les auteurs des lettres, passent à Twitter. Pourtant, en 1992, l'un des réceptionnaires espagnols de ces lettres, José Luis Peña, confesse avoir été l'auteur des lettres. Alors, simple canular ? Ce n'est pas aussi simple. L'analyse des nombreux courriers laisse penser que s'il s'agit d'un canular, alors il est vraiment très élaboré. Pourquoi ? Parce qu'un Français, qui plus est chercheur au CNRS, va donner une toute autre saveur à l'affaire. Jean-Pierre Petit, astrophysicien précurseur dans le domaine de la magnéto-hydrodynamique ou MHD, va s'intéresser au sujet. Jean-Pierre Petit sera même le récepteur de différents messages humides qui ont inspiré ses recherches et ses publications. En étudiant l'affaire Oumo, Jean-Pierre Petit produit le modèle Janus, un concept scientifique qu'il développe et qui permet de réconcilier la théorie de la relativité générale d'Einstein et la physique quantique
soit le plus gros problème dans notre compréhension actuelle de l'univers. Dans son modèle, Jean-Pierre Petit explique que notre univers dispose d'un univers jumeau aux règles différentes du nôtre. Sans entrer dans les détails qu'il expose avec brio sur sa chaîne YouTube, dans des livres ou des bandes dessinées, il trouve le moyen d'expliquer le phénomène ovni, ou du moins la méthode qu'emploient les ovnis pour se déplacer. Dans l'univers jumeau, la vitesse de la lumière y serait plus rapide et les possibilités pour parcourir des distances improbables totalement faisables. Jean-Pierre Petit explique que les ovnis disposent probablement d'un moyen d'inverser leur masse, les permettant de se transférer dans cet univers jumeau et composé de masse négative. Ces nombreuses publications sur le sujet ont passé les tests des vérifications par des pairs et si ces travaux sont souvent contestés, personne ne semble avoir pu démontrer les erreurs qu'il aurait commis, permettant, après nombre de difficultés, de les publier dans des revues scientifiques de renom. Alors, peut-être est-il simplement un nouvel Einstein avec un esprit particulièrement brillant, et on aurait raison de le croire, mais lui-même indique que son inspiration vient des écrits humides qui lui auraient soufflé certaines de ses équations. Alors, cela suffit-il à valider l'affaire Oumo ? Là encore, ce n'est pas si simple. Si nous pouvons croire Jean-Pierre Petit, qui a validé ces théories scientifiquement, certaines annonces humides laissent perplexes. Récemment, en mai 2015, les humides, qui interviennent alors via Twitter, annoncent l'effondrement de notre civilisation. Ils avancent des dates en lien avec une probabilité. Il y avait, selon eux, 50% de chances que l'effondrement intervienne avant avril 2021 et 92% de chances que cela arrive avant décembre 2022. En décembre 2016, ils affinent leurs prédictions, indiquant qu'il s'agit dorénavant d'un programme bien défini qui prévoit l'effondrement pour avril 2021. En octobre 2017, la probabilité d'un effondrement en janvier 2021 passe à 92% et un effondrement en avril 2021 est une certitude. En 2019, ils avancent la date du 16 avril 2021 comme date inévitable de l'effondrement. Durant 2020, la date de l'effondrement fluctue mais reste autour d'avril 2021. En 2021, les humides indiquent que leurs modèles de prévision sont dépassés et que les forces qui œuvrent en secret pour déclencher l'effondrement ont repoussé la date. Les prédictions humides ne s'étant pas encore réalisées, nous pouvons émettre des doutes sur la véracité de ces informations sans que cela n'enlève rien aux découvertes de Jean-Pierre Petit. Nous te conseillons d'ailleurs la lecture des livres publiés par Jean-Pierre Petit qui détaille ses théories et découvertes, mat à l'appui. Nous l'évoquions rapidement en fin de notre vidéo sur l'étude des ovnis par la France. En 2007, alors que Nicolas Sarkozy est encore ministre de l'Intérieur, il entre en contact avec l'équipe de Steven Greer qui avait porté le Disclosure Project en 2001. N'hésite pas à revoir notre portrait de Steven Greer pour tout comprendre de cette figure controversée. Quoi qu'il en soit, en 2007, Greer prend contact avec le futur président afin de l'informer sur les possibilités de contact avec des civilisations extraterrestres via les protocoles CE5, un moyen pour que l'humanité contacte des civilisations extraterrestres via la conscience. Visiblement intéressé, l'administration Sarkozy recevra Greer et son équipe en 2010 pour réaliser une telle expérience. L'expérience s'est déroulée dans une zone de 90 hectares où le survol était interdit. Pour cette expérience, Greer, ses collègues et nos dirigeants se seraient réunis en cercle dans une zone éloignée de toute activité humaine. Ils auraient ensuite entamé le protocole de contact du 5e type qui consiste en une forme de méditation pour invoquer ces êtres venus d'ailleurs. Durant l'expérience, un objet aurait été repéré au radar passant à plus de 193 000 km/h au-dessus d'eux. Toujours durant l'expérience, Greer indique qu'un ambassadeur extraterrestre se serait partiellement matérialisé face à nos dirigeants. Cet ambassadeur viendrait de la galaxie d'Andromède. Est-ce que le président Sarkozy a été convaincu par l'expérience ? Le récit de Greer ne le dit pas, mais nous n'avons pas vu d'initiative du gouvernement pour faire la lumière sur une telle possibilité. Rapporté pour la première fois en 1992 par le chercheur et ufologue Jacques Vallée, dont tu peux tout apprendre en regardant cette vidéo que nous lui avons consacrée, ce document est considéré comme étant controversé, d'où sa place à ce niveau de l'iceberg. Jacques Vallée aurait mis la main sur ce document en 1967 alors qu'il travaillait avec J. Allen Hynek du projet Blue Book. Ce mémo daterait de 1953 et aurait été écrit suite aux inquiétudes du Robertson Panel qui se tiendrait bientôt. Alors regardons un peu plus en détail de quoi parle ce mémo et ce que cela implique. Tout d'abord, le mémo porte le nom de Pentacle, un nom de code attribué par Vallée à l'auteur du mémo. Le document évoque la manière dont doit être abordée la question des ovnis. Une recommandation basée sur l'analyse de milliers de cas mais qui n'est pas définitive, l'analyse évoquée n'étant pas terminée. Le document prévient qu'il est rédigé en raison du prochain Robertson Panel et il semble indiquer que pour mieux identifier ces phénomènes, l'armée doit non seulement mettre en place dans les régions où il y a le plus d'observations des postes de surveillance, mais également que l'armée doit effectuer des simulations de ces objets pour voir l'effet sur le personnel militaire, tout comme sur les civils qui en seraient témoins. On parle ni plus ni moins que d'une simulation d'OVNI à grande échelle et sans communication auprès du public.
Le document précise également que la CIA, à travers le Robertson Panel, souhaite cacher la vérité au public, quelle que soit la vérité. Il y est également précisé que certaines données ont délibérément été gardées hors de portée des participants, leur empêchant d'établir des conclusions définitives. Le Robertson Panel, comme il a pu être dénoncé à de nombreuses reprises, n'était donc qu'un exercice où les réceptionnaires avaient décidé, avant tout exposé, de la décision qu'ils prendraient. Sans aucun doute, ce document est une source importante pour prouver que le gouvernement américain a tout fait pour garder le sujet des ovnis hors de portée du public américain et international, cachant une partie de leur découverte. Ce document sous-entend également que l'armée pourrait avoir réalisé des simulations du phénomène ovni sans le dire au peuple américain. Après lecture du document, il est clair que l'armée en sait bien plus que ce qu'elle partageait et partage aujourd'hui avec le public. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouve les précédents épisodes de cette série What the Fuck dans la playlist dédiée, le lien est dans la description avec toute la bibliographie de cet épisode. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes de la série. Si tu veux nous aider, tu peux déjà mettre un like sous la vidéo et si tu veux aller plus loin, tu retrouveras dans la description le lien vers notre page Tipeee où l'on propose quelques exclus contre quelques euros qui serviront à aider la chaîne dans son développement. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.